Alors, pour comprendre comment a évolué le lien social au travers des siècles et jusqu'à récemment, il faut se pencher sur la thèse d'un auteur. Cet auteur, c'est Émile Durkheim, auteur fondamental dans la sociologie française. Et Émile Durkheim, dès le 19e siècle, se rend compte que les individus sont de plus en plus autonomes. Par conséquent, il se pose la question suivante. Est-ce qu'on peut toujours parler d'une société alors que les individus qui la composent sont de plus en plus autonomes, ont de moins en moins de liens entre eux, s'influencent de moins en moins mutuellement. Par conséquent, pour répondre à cette question, Émile Durkheim va distinguer deux types de sociétés. Les sociétés à solidarité mécanique d'un côté et les sociétés à solidarité organique de l'autre. Les sociétés à solidarité mécanique, ce sont les plus anciennes, les sociétés dites traditionnelles et des sociétés dans lesquelles il y a ce qu'on appelle une faible division du travail. C'est-à-dire que la plupart des individus exercent des métiers, des activités identiques, ce qui crée une forte similitude entre les individus. Les individus ont les mêmes croyances, ont les mêmes sentiments et cela débouche sur ce qu'on appelle une forte conscience collective. La conscience collective, c'est le poids du groupe qui va dicter directement les manières de penser, les manières d'agir. L'individu n'existe presque pas, il fait partie d'un groupe qui est prépondérant et le groupe va directement dicter, par exemple, des traditions, des coutumes, etc. On peut penser ici directement à des sociétés comme les sociétés du paléolithique qui sont faites de chasseurs-cueilleurs. La plupart des individus sont chasseurs-cueilleurs, ils ont la même manière de penser, le même métier et ils n'existent qu'au travers du groupe et non pas en tant qu'individus différenciés, individus originaux. D'un autre côté, on a les sociétés à solidarité organique. Ces sociétés à solidarité organique sont caractérisées par cette fois une forte division du travail. Les individus ont des fonctions, des métiers différents et par conséquent, ils vont être complémentaires. Pensons ici par exemple à l'ère déclenchée par la révolution industrielle, cette ère durant laquelle vit Émile Durkheim. L'industrie grandit, les gens quittent les campagnes pour s'installer en ville, des villes dans lesquelles on a plein de métiers différents, des individus différents qui vont par conséquent avoir des manières de penser, des sentiments différents. La conséquence, c'est que la conscience collective, que j'évoquais précédemment, va diminuer. Le groupe existe moins, l'individu peut s'affranchir du groupe, l'individu peut être autonome par rapport au groupe, dans sa manière de se comporter, mais également dans sa manière de penser. On parle ainsi du processus d'individualisation, très important, pour caractériser cet affranchissement du groupe, cette volonté d'autonomie de l'individu par rapport au groupe. À ne surtout pas confondre avec l'individualisme étant le manque d'altruisme de l'individu qui fait preuve, par conséquence, d'égoïsme. Cette individualisation que l'on constate depuis l'ère industrielle et que Émile Durkheim met en avant dans ses écrits, elle se concrétise vis-à-vis de la religion, mais également de l'État ou encore de la famille, autant de thématiques vis-à-vis desquelles l'individu va s'affranchir durant ses choix en termes de comportement. Prenons un exemple, celui du prénom. En effet, on constate depuis l'ère industrielle que de plus en plus de prénoms sont nécessaires pour nommer les générations. Alors qu'auparavant, il y avait un fort poids de la famille au travers des prénoms qui étaient donnés aux générations, aux anciennes générations dans la famille, mais également un poids de la religion via le recours au calendrier et aux saints chrétiens. Désormais, les individus s'affranchissent directement du poids familial et du poids religieux pour nommer leurs enfants de différentes manières, notamment en ayant recours à des prénoms davantage originaux. Eh bien, cet exemple montre bien une individualisation davantage prononcée. Alors, ce qui est intéressant avec ce graphique, c'est que l'on constate bien que dans certaines régions,
comme la Bretagne, eh bien, des prénoms régionaux révèlent que la solidarité mécanique peut persister, que la conscience collective, la conscience du groupe, ici du groupe régional, peut encore peser sur les comportements individuels. Et en somme, Émile Durkheim nous dit bien qu'en fait, dans nos sociétés actuelles, on a surtout de la solidarité organique, mais que persiste encore de la solidarité mécanique via certains groupes encore très influents. Enfin, deuxième temps, si Émile Durkheim montrait qu'il y avait une certaine évolution du lien social et non pas un affaiblissement, eh bien on constate néanmoins aujourd'hui que certains facteurs créent un réel affaiblissement du lien social. Le premier de ces facteurs, c'est le facteur économique et notamment les évolutions liées à l'emploi. En effet, on constate que depuis les dernières décennies, notamment les années 80, la précarité augmente. La précarité se concrétise par certains contrats de travail de type CDD, contrat à durée déterminée, intérim ou encore temps partiel. De tels contrats qui vont créer une incertitude pour le salarié qui ne sait pas s'il pourra encore disposer d'un emploi dans le court terme. D'un autre côté, on peut également évoquer le fait qu'un individu qui ne dispose pas d'un emploi stable, un emploi stable c'est un contrat à durée indéterminée et à temps plein, et bien cet individu qui n'a pas d'emploi stable ne dispose pas des protections et des garanties offertes par l'organisme phare en France, la sécurité sociale, qui peut vous procurer des prestations sociales en cas de nécessité. Autre aspect économique, la montée du chômage. On sait bien qu'on est désormais dans une ère dite de chômage de masse. Eh bien, ce chômage de masse va se concrétiser en termes de liens sociaux par deux processus. Le premier processus, c'est le processus dit de désaffiliation. Un processus mis en avant par un auteur, Robert Castel, qui explique que la montée du chômage va créer une fragilisation des liens sociaux, et notamment des liens sociaux amicaux et familiaux. En effet, Robert Castel présente le constat suivant: du fait du chômage, les individus ont moins de moyens financiers, ce qui est un handicap pour entretenir des relations amicales. Pensez par exemple à des sorties au restaurant, etc., qui ne sont pas possibles si on dispose de très peu de moyens financiers. De la même façon, dans le cadre familial, avoir un revenu très faible, un revenu d'assistance, peut créer des conflits, notamment dans la relation conjugale du couple. Autre processus, le processus mis en avant par Serge Pogam, le processus dit de disqualification sociale. Serge Pogam présente le constat suivant: du fait du chômage, le lien entre l'individu et la société tend à se rompre. En effet, l'individu perd la reconnaissance sociale, c'est-à-dire qu'il perd le sentiment d'être utile pour la société. En effet, le chômeur a une image négative de lui-même, il a le sentiment de ne rien apporter à la société, et la société également a un regard négatif sur le chômeur. Elle peut même le stigmatiser. Pourquoi ? Car la société, nous apprend Serge Pogam, dispose d'une image d'assisté du chômeur, tend à considérer que le chômeur est seulement un assisté qui profiterait de sa situation et qui ne rechercherait pas à obtenir un nouvel emploi. Or, on sait bien, dans la situation économique actuelle, que le chômage n'est pas simplement une question de volonté, mais également une question de difficulté à retrouver un nouvel emploi. Deuxième facteur d'affaiblissement des liens sociaux, ce sont les configurations familiales. En effet, on sait bien qu'aujourd'hui, la famille traditionnelle, composée de 2 parents et d'enfants, n'est plus le seul modèle familial. On a vu émerger des formes de familles dites atypiques, notamment des familles recomposées ou encore des familles dites monoparentales. Eh bien, ces modèles familiaux atypiques sont beaucoup plus concernés par des difficultés économiques. En effet, prenons l'exemple des familles monoparentales, le fait de ne disposer que d'un parent pour subvenir aux besoins du ménage crée des difficultés, notamment en termes de
consommation qui révèle bien cette importance du modèle familial sur le lien social. Enfin, dernier élément, il s'agit du lieu de vie. Le lieu de vie est vraiment très important et pèse sur le lien social. On le voit bien avec les quartiers dits populaires, ces quartiers construits notamment dans l'après-guerre, dans les années 50, et qui ont vu arriver au départ la classe moyenne française, puis une classe moyenne qui a été remplacée par des populations immigrées qui ont connu davantage des territoires dits de relégation. Les quartiers populaires sont davantage aujourd'hui marqués par des infrastructures vétustes, délabrées, par un manque de services publics et des services publics de moindre qualité que dans les centres-villes, par exemple. Enfin, ces quartiers populaires concentrent des populations qui connaissent des difficultés économiques, un fort taux de chômage et notamment de nombreuses familles monoparentales, ce qui crée des conditions de vie beaucoup plus difficiles que des populations par exemple installées en centre-ville. Enfin, mentionnons également que certains territoires ruraux connaissent également une forte fragilisation du lien social. C'est le cas des territoires ruraux qui sont très éloignés d'agglomérations, qui sont dans une France dite périphérique et qui concentrent également une population qui est au chômage, une population frappée de plein fouet par les délocalisations vers les pays à bas salaire, frappée de plein fouet par la mécanisation et le fait de remplacer les emplois par les machines. De facto, on constate dans ces territoires de nombreuses fermetures d'usines, de nombreuses fermetures d'entreprises, mais également de nombreuses fermetures de lieux de vie, comme par exemple le bistrot local qui crée du lien social. De la même façon, on a également une fermeture de nombreux services publics, comme les écoles, les postes ou les hôpitaux, ce qui crée pour ces populations une forte baisse du lien social, un sentiment d'être isolé, et pire encore, le fait de devoir utiliser la voiture s'est accentué, et que cela soit pour faire les courses, pour également aller à l'école, à l'hôpital, à la poste, etc. Ces populations doivent de plus en plus utiliser la voiture, et cet ensemble de facteurs évoqués, et notamment en cause dans la crise des Gilets jaunes. La décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant a allumé la mèche d'une colère qui trouve sa source parmi plein de facteurs de fragilisation du lien social, d'où l'importance de bien surveiller ces facteurs de fragilisation que l'on a précédemment évoqués.